Oui, comme dirait bien Mariam, chers auditeurs de Kassataya et auditrices, bonsoir, bienvenue sur votre émission phare, le commentaire d'Apti. Devant le micro, Khalid Cham, in for Mariam Mint Dervish, et autour de vos chroniqueurs préférés de tous les dimanches, j'ai nommé Tierno Tanya. Tierno, bonsoir. Voilà, et bon, Tierno nous rejoindra bien sûr. Donc, alors, Ibrahim. Bonsoir, chers auditeurs. Autant pour moi, j'étais un peu en... Ok. Bonsoir tout le monde. Très bien. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Khali. J'espère que tout le monde va bien. Et à côté d'Ibrahim, nous avons Tierno Diallo. Tierno, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir aux collègues, bonsoir aux auditeurs et puis bonsoir à Khali, notre irréductible remplaçant. Oh, merci. Et Abdul qui assure la technique et qui devrait pouvoir nous rejoindre encore sur le plateau. Abdul, bonsoir. Effectivement, bonsoir Khali. Je vais assurer la technique en même temps, mais je vous rejoindrai dans quelques minutes, effectivement. Voilà, très bien. Et ce soir, nous avons 3 points à discuter. Ce soir, nous avons le premier point, KD, avec la situation qui est de nouveau tendue. Ensuite, en deuxième point, nous avons le printemps arabe qui a célébré, entre autres, comme on le dirait, une année déjà d'anniversaire. Et puis en troisième point, la chronique d'Ibrahima. Sans pour autant oublier que l'émission de ce soir, nous la ferons avec notre invité de la semaine qui est Moustapha Aoufa, qui nous rejoint de Abu Dhabi. C'est bien ça? Eh bien, c'est ça. Donc, c'est ça, oui. Voilà. Donc, les gars, on va y aller très bien. Et le premier point, c'est KD. Nous savons que la situation KD est encore tendue. Eh bien, c'est l'enrôlement encore qui reviendrait au devant de la scène nationale et encore KD comme un point focal. Mais cette fois-ci, nous avons le cas d'un jeune homme nommé Abbas Khan qui a été écoué après avoir, en tout cas, peut-être mesuré, comme je dirais, sa force et faire atterrir seront en tout cas comment dirais-je, les propos qu'on a pu recueillir à KD venant de notre Kassataya Vieux donc de Kassataya KD. Un jeune nommé Abbas Khan qui a été arrêté à la suite des ajustements qui auraient provoqué cette situation, un incident qui a conduit aux jeunes de donner, en tout cas, je dirais, l'occasion d'immortaliser avec ces empreintes digitales, avec l'atterrissage des paumes des mains du jeune Abbas sur la joue du chef du centre d'enrôlement. Et voilà, Brahim, qui n'est pas avec nous, mais qui pourrait nous rejoindre un peu plus tard. Ibrahim, qu'est-ce qui se dessine avec cela? Est-ce que nous sommes face au retour au cas de départ avec le mouvement de toute forme à nationalité ou bien l'enrôlement qu'on croyait déjà dont le problème focal qui était le pouvoir d'accepter tous les Mauritaniens et de donner l'occasion de s'inscrire est encore revenu au point que le problème finalement est toujours là et pesant devant cette scène nationale mauritanienne. Bon, à mon avis, bonsoir tout le monde. Avant tout, à mon avis, bon, franchement, le problème de l'enrôlement, tout le monde sait, il n'a pas été quand même, ça n'a pas été réglé. À un moment, effectivement, il y a eu le mouvement, je sais pas, ma nationalité, qui a mené des actions qui ont été quand même couronnées de succès. Ils ont quand même, on en a parlé, les médias du pays, en dehors du pays en ont parlé. Bon, entre-temps, effectivement, il y avait aussi, comment ça s'appelle, en même temps, il y avait les partis politiques qui étaient en train de dialogue, de faire ce qu'on appelle le dialogue national. Donc, ça a un petit peu occulté cette affaire d'enrôlement. Et puis, il y a eu ce problème, ce pèlerinage à Inal. Donc, on a un petit peu oublié cette affaire, mais c'est vrai que jusqu'à présent, bon, tout le monde le sait, ça n'a pas été réglé. Et puis, les autorités croyaient peut-être que bon, les jeunes maintenant se sont assagis, entre guillemets, ils ont oublié. Et puis voilà, bon, ça montre quand même que le mouvement touche pas à ma nationalité, n'a pas lâché prise. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est effectivement qu'il y a eu
il y a il y a eu des affrontements, tout le monde sait que ça peut déborder d'un moment à l'autre parce que les forces de l'ordre voilà, qui sont armées peuvent tirer à n'importe quel moment, comme ce qui s'était passé à Magama. On risque encore de partir vers des affrontements. Ça avait commencé aussi à Katie, tout le monde sait. Voilà, ce sont des jeunes les plus quand même virulents, comme on le dit. Et puis, puisqu'il y a eu des morts, en mort en tout cas, c'est clair que cette fois-ci, ils ne vont pas lâcher prise, quoi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du pouvoir. Est-ce qu'il va encore utiliser la force, il a l'habitude de le faire, ou bien est-ce qu'il va faire jouer la pédagogie avec le dialogue, voilà, et aussi l'explication par rapport à cet enrôlement, ou bien apporter des amendements par rapport à cette opération. On verra bien. On voit quand même pas que d'ailleurs qu'avec l'IRA aussi a condamné voilà, cette force utilisée contre les jeunes, qui demande à ce que l'enrôlement soit stoppé, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. Tino Diallo, revenons sur l'incident qui s'est produit à KD. Donc, apparemment, selon donc, notre correspondant, le correspondant de Kasataya, donc dans la ville de Dimbe, aurait bien dit que selon les propos que le jeune Abbas avait déjà, c'est lui qui avait frappé le chef du centre d'enrôlement. Est-ce là un point fort pour le mouvement Touche pas à ma nationalité de saisir de cette occasion pour en faire, pour attirer plus d'attention encore sur le problème et rappeler que le problème d'enrôlement n'est pas lointain en Mauritanie, qu'il est toujours existant? Alors, c'est une occasion, je dirais, malheureuse pour rappeler que le problème existe et qu'il n'a pas été réglé. Mais ceci étant, moi j'ai une double lecture, voire une triple lecture sur cette situation. La première, c'est de dire, voilà, pour des questions de principe et de non-violence, on n'a pas, en tout cas, à gifler quelqu'un qui, quelque part, représente l'autorité administrative, soit-elle contestable. Après, maintenant, c'est dans quel contexte cela s'est fait, apparemment, même si c'est dans un contexte où M. Khan aurait tort, ou en tout cas, le responsable du centre, il n'en demeure pas moins qu'apparemment tout est à charge contre M. Khan. Ceci étant, il revient à la justice de voir le problème. Mais la réalité, tout ce sentiment, toute cette frustration, le plus grand problème, c'est que ça montre que, encore une fois, le problème n'est pas réglé et que les autorités politiques mauritaniennes sont dans une certaine mesure à côté de la plaque. Parce que, au lieu de se concentrer, je crois qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes majeurs en Mauritanie, là, actuellement, au niveau conjoncturel, c'est cette question de famine qui consent venir et cette question relative au recensement. Mais la question relative au recensement, la question sous-jacente, c'est la question de la cohabitation entre les différentes communautés et ce sentiment d'appartenance à la Mauritanie. Et que nos hommes politiques ne règlent pas. Ce qu'ils préfèrent, c'est de se faire un soi-disant, moi je l'appelle un soi-disant dialogue national inclusif, ou je ne sais pas comment ils l'ont appelé, et mettre beaucoup de moyens humains et financiers pour vendre les résultats de ce dialogue national. Et je crois qu'encore une fois, ils sont à côté de la plaque. Et la deuxième chose, c'est que vigilance, et vigilance parce que ces jeunes de Kaïdi, c'est pas la première fois qu'ils sortent, c'est la troisième fois. L'autre lecture que j'avais à dire, c'est de dire que par rapport à ce que nous a dit notre représentant ou l'envoyé spécial de Kasataya, c'est que cette manifestation, d'après certaines sources, était organisée bien avant, et était programmée bien avant cet incident, et cet incident est venu confirmer en tout cas la chose. L'autre chose que je déplore, c'est une information qu'on a ici, elle est avérée être vraie. Je trouve cela non seulement scandaleux et irresponsable de la part des représentants de l'État au niveau local, c'est à savoir, je me demande quel est ce gouverneur qui représente toutes les populations mauritaniennes qui convoque les notables en fonction de leur appartenance à une communauté. On convoque les notables. Merci Tcherno. Abdul Tcherno vient de mentionner un point par exemple concernant la cohabitation. Et là, j'allais soulever ce point puisque d'après donc les propos reçus par le représentant de Kasataya, que le gouverneur aurait en tout cas séparément reçu des personnalités de différentes, surtout des guides religieux, donc de différentes communautés locales, et qu'il a tenu des propos qui sont un peu divisionnistes, en tout cas, et décevantes. Abdul, quelle lecture en fais-tu à ce problème actuellement? Mohamed Abba. Très proche de la... Mohamed Abba est en connexion. Si, moi je peux toujours rebondir là-dessus, comme j'étais sur la lancée en attendant qu'Abdul revienne de la technique, c'est que le scandale quand même, c'est-à-dire c'est un représentant de l'État qui doit fédérer mais qui doit être rigoureux et avoir un discours cohérent.
moi je m'en tiens à ce qui est dit. Et il n'a pas encore apporté de démenti. Donc j'aurais bien entendu qu'il ait un démenti. Mais dès l'instant qu'il n'y a pas de démenti depuis 3-4 jours, que ça soit, voire même plus, sur le net, il me semble que c'est ça. Et c'est dangereux aujourd'hui d'essayer de jouer sur cette fibre. Et il me semble bien c'est cette politique qu'on faisait à l'ancienne qui est à l'antipode, je crois, de ce que ce mouvement fait là. Le mouvement touche pas à ma nationalité, je crois même s'inscrit à l'antipode de ce genre de discours-là, qui est une façon de faire la politique à l'ancienne. Et ces jeunes ne sont pas dupes aujourd'hui. C'est pas une question de sentiment de savoir si ce sont les Halpularen, entre guillemets, qui sont belliqueux, ou les Soninké qui n'habiteraient pas réellement. Et pour une fois, je vois que la situation est renversée, ce sont les Soninké qui seraient des étrangers, mais nous sommes dans une aberration totale et je ne trouve pas. Moi, si seulement ces faits sont avérés, cette personne devrait être démise de ses fonctions parce que aucunement, un représentant de l'autorité publique ne devrait tenir ce genre de discours. Moi, je préfère le discours de la fermeté, mais juste et objectif, car c'est lui qui divise les différentes communautés qui habitent aujourd'hui à Kaïdi ou bien dans toute la Mauritanie. Dans la même lancée, je dirais Thierno Diallo, que ce discours-là, c'est la raison d'être ça ne vient que confirmer la contestation de la jeunesse je parle ma nationalité. Et ce n'est que la confirmation. C'est ce que dit cette autorité. Le wali d'une wilaya, il a un rang de ministre et c'est le représentant du chef de l'État. Il le rencontre directement au président de la République. S'il se permet de tenir des propos de ce genre, et les propos de ce genre ont toujours été tenus en catimini ou parfois par erreur parce qu'il faut. Il y a des choix, il y a des conduites qui sont tacites et qui sont entretenues pour maintenir cette division, cette dislocation au sein des communautés nationales. Et c'est voulu. Donc, entre ce qu'il y a dans les textes et ce que l'on vit réellement, touche pas à ma nationalité et tous les contestataires savent de quoi il s'agit. Et on le sait tous de quoi il s'agit. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est vrai, je pense qu'on ne doit pas se faire justice non plus et et il est du devoir de tout un chacun et de jouer sur la carte de la citoyenneté. Mais malheureusement, ce n'est pas facile de la jouer. Et je pense que ceux qui dénoncent ces dérapages sont dans la bonne voie. Maintenant, est-ce que un État moderne, fiable, qui cultive une citoyenneté irréprochable est à l'avant-garde de tout ce que nous disons? Je ne pense pas. Et déjà, on le voit chaque jour et ça ne peut pas apaiser la situation. Ibrahim Ache. Oui, je suis là. Oui, Ibrahim Ache, donc concernant ce point par exemple que les gens viennent de mentionner tout de suite par rapport au discours déjà tenu de l'autorité qui représente déjà l'autorité suprême en Mauritanie. Devons-nous nous attendre à quelques sanctions que ce soit par rapport, par exemple, à l'attitude du gouverneur? Bon, franchement, ça m'étonne, il ne faut pas rêver. Hein. Je crois qu'il ne faut pas rêver, nous ne sommes pas aux States là. Donc, non, il ne faut pas rêver. Bon, sinon, vous savez, on sort déjà cette affaire de Dinal, vous avez vu. Hein. Il y a des officiers qui n'ont jamais été inquiétés. La Mauritanie, justement, l'impunité, c'est un mot, je crois, dans le dictionnaire mauritanien, l'impunité occupe une bonne place, quoi, si vous voulez. Voilà, c'est le cancer d'ailleurs de la Mauritanie, c'est pourquoi on n'en sort pas, parce que voilà, on tue des gens, on peut tuer tout le monde, vous voyez. Est-ce qu'il y a une suite par rapport au jeune Mangane qui a été tué à Magama? Les exemples ne manquent pas. Si on voulait mentionner vraiment ces cas d'impunité, on parlera de cette émission et toutes les autres émissions. D'ailleurs, la loi de 1993, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours dans ce sillage. C'est un pays qui n'a jamais voulu effectivement reconnaître ses torts, ni moins aussi, ni plus condamner les gens qui sont, qui sont fautifs. Surtout, ils ont du mal si c'est des autorités, que ce soit gouverneur ou bien un chef de police représentant. Si c'était un citoyen, c'est très facile d'enfermer personne ou d'aider, même s'il n'a rien fait, tout ça, que vraiment tu ne verras jamais presque un commissaire derrière le barreau. Non, franchement, je ne crois pas. Au contraire, peut-être qu'on va l'applaudir d'ailleurs. Mais justement, par rapport à cela, oui, Tcherno, tu voulais répondre là-dessus?
Oui, c'était là-dessus par rapport à l'impunité, parce que par hasard, je traînais sur le net pour montrer comment l'état de droit est intéressant. Je cite un exemple, mais ça ne veut pas dire que voilà, on est dans un état de droit. C'est juste au Sénégal, tout récemment, il y a une ancienne chanteuse, Vat Laobé, qui a eu un problème avec une de ses domestiques. Et quand ils viennent au commissariat, c'est-à-dire le commissaire fait poireauter la domestique pendant 5 heures de temps. Elle le soulève et puis la hiérarchie sanctionne directement le commissaire qui est muté un peu plus loin de Dakar. Voilà, ce sont ces genres de trucs qui sont, c'est banal, c'est petit, mais moi quand je l'ai vu, ça m'a fait un petit boum au cœur. C'est une petite domestique qui voilà. Et on fait justice quand même parce qu'on l'a fait poireauter 5 heures de temps et que la star de la musique, elle n'a pas attendu 5 minutes pour se faire... voilà, ce sont ces genres de trucs qui manquent en Mauritanie et c'est dommage. Il a tout à fait raison, Khalid, parce que ce commissaire dont il parle, il était à Yombol. Maintenant, il a été affecté à Bargny, c'est à la sortie de Dakar. Bon, effectivement, c'est une sanction, bon, c'est impossible en Mauritanie. Mais toujours restons dans ce sens, par exemple, de justice et criminalité. Nous savons, par exemple, que le jeune M. Khan, donc, comme on avait dit, qui a été arrêté et que doit se retrouver déjà écroué. Est-ce là donc une justice donnée face par exemple à son acte, le fait d'agresser donc le chef de centre d'enrôlement à Kédi mérite une peine de prison? Je disais juste à Khali qui vit aux États-Unis, il connaissait ce qu'on appelle la surpopulation carcérale. Et tel que soit Alpha, moi j'ai envie encore de retourner un peu sur mon cours de droit pénal et regarder les droits en matière de gifle, même si c'est une autorité administrative, on n'est pas transféré directement dans une prison. Il y a une aberration et puis c'est disproportionné. Pour une gifle, on ne va pas encore rajouter de la surpopulation carcérale, quoi. Il y a mieux à faire. Donc voilà, c'était juste ça. Moi, ce que je voulais rebondir, excusez-moi, c'est que quand même, bon, comme tout le monde ici, bon, nous sommes tous d'accord. Bon, voilà, on n'a pas le droit de s'en prendre à une autorité, d'ailleurs à un citoyen comme ça quand même. Franchement, si ça s'est avéré, moi je ne suis pas là-bas, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais effectivement, on n'a pas le droit de gifler une autorité, ça c'est clair, quelles que soient les circonstances. Ça, nous sommes tous d'accord. Mais quand même, la sanction doit être proportionnelle par rapport quand même à la faute qu'il a commis. Voilà, mais il ne faut pas toujours déférer systématiquement des gens en prison. Il y a ce qu'on appelle la garde à vue. On peut laisser la personne libre en attendant d'être jugé, il y a tout, mais effectivement, contrôle judiciaire, systématiquement, il n'y a pas d'autre loi. Tu as fait quelque chose, allez prison. Si tu as tué une personne, prison. Si tu as giflé une personne, prison. Si tu as volé, prison. Quand même, nous sommes 3 millions de personnes, franchement, c'est pas qu'il va emprisonner. C'est l'absence de garantie de représentativité pour l'État qui n'est. Abdul, tu veux bien réagir à ce point? Merci Khali. Moi, j'ai la même réaction que à peu près vous tous ici, par rapport à la violence. Nous connaissons très bien nos pays qui sont extrêmement policiers, où l'appareil sécuritaire est celui qui est le plus performant. Et comme le dirait un proverbe soninké, quand tu prends une poignée de fourmis pour la mettre dans ta bouche, c'est que tu dois savoir à quoi t'attendre. Gifler, administrer une gifle à un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions en Mauritanie, bon, ailleurs c'est interdit, en Mauritanie aussi, on doit savoir à quoi s'attendre. Bon, maintenant, je suis sûr que la personne qui le faisait, il savait que ça allait lui retomber dessus. Maintenant, il reste que c'est comme un coup d'état militaire. Il est interdit de chercher à prendre le pouvoir par les armes. Bon, il y en a quand même qui défient, qui osent prendre ce risque, mais ils savent à quoi s'attendre derrière. Donc, la question n'est pas de savoir est-ce que ce monsieur n'avait plus d'autre solution que cela. Est-ce qu'il était acculé au point qu'il ne pouvait faire que cela? Ça peut être le cas. Peut-être qu'il a été provoqué à un moment où il s'est dit, bon voilà, je n'en peux plus, je sais que je vais finir en prison ou je vais me libérer définitivement, mais je vais réagir comme ça. En Tunisie, ça a commencé comme ça, par une petite gifle, et ça a renversé trois pays, trois régimes. Donc après, il faut assumer. Bon, soit on dit que c'est courageux, il savait que le prix à payer c'était cela, d'accord, il a pris le risque, il l'a payé. Sauf qu'en Mauritanie, les gens ne se sont pas mobilisés comme on s'est mobilisé à Sidi Bouzid, en Tunisie ou ailleurs. Bon, cela étant, on ne peut pas encourager effectivement cette violence-là, mais avant cela, moi je le répète, j'insiste là-dessus, il faut quand même condamner l'attitude de l'État qui ne cesse de provoquer les populations. Cette affaire a trop duré. Je crois qu'il est temps que le citoyen mauritanien soit respecté et recouvre sa dignité,
quelle que soit la couleur de sa peau. D'ailleurs, nous ici, on ne parle pas de couleur de peau et moi personnellement, c'est quelque chose qui est à 10 000 lieues de mes principes et de mes idéaux. Donc franchement, très peu pour moi, noir ou blanc, peu importe. L'essentiel, c'est que le Mauritanien recouvre sa dignité et que la police ne puisse plus se permettre de disposer comme elle le souhaite de l'intégrité physique des Mauritaniens. Bon, maintenant, on a été habitué à cela. Moi, personnellement, j'ai pris des gifles, j'ai pris des claques en Mauritanie de la part de la police. Bon, je dois avouer que je n'ai pas été aussi courageux que ce monsieur-là parce que je ne les ai jamais rendus. Mais à chaque fois que je m'assieds, j'y repense. Je repense au coup que j'ai pris quand j'étais encore lycéen. Bon, voilà, c'est comme ça. L'autre chose que j'ai à dire là-dessus, c'est quand même l'attitude de ce gouverneur-là, si ça se vérifie, d'après si ça se confirme, d'après ce qui nous a été dit, bon, nous on pensait que cette histoire de monter les Soninké contre les Peuls, les monter les Peuls contre les Maures, on croyait que ça s'était passé, c'était fini avec Koultaya. Mais vraiment, ce gouverneur-là, il doit aller se recycler. Hein. On a compris, comme dirait Tiken Diafakoli, ça fait très longtemps qu'on a compris. On ne peut plus nous blaguer. Merci. Ouais, tout à fait. Donc, bon, on parlait de cela. Faudrait-il s'attendre à une sanction donnée? Apparemment, ça ne devrait pas venir en tout cas, de là-haut, comme on dit. Mais est-ce que les populations mauritaniennes peuvent exiger le départ, par exemple, du gouverneur ou une sanction donnée du gouverneur? Ça, c'est le wait and see. On va passer au deuxième point, puisque nous en sommes au gifle. Mohamed Abba est là, il est parmi nous. Non, pas encore. Non, Donc, comme nous en sommes déjà au gifle, on va passer, donc au printemps arabe qui a vu déjà un an. Donc, le monde a connu un printemps arabe, l'été arabe. Doit-on nous attendre aussi peut-être en hiver arabe avec la situation actuelle en Syrie? Ibrahim Ache. Oui, bon, de toute façon, effectivement, bon, la Syrie, c'est un petit peu compliqué, mais de toute façon, nous sommes dans une situation qu'on appelle irréversible. C'est clair qu'on ne sait pas quand et comment ce régime va tomber, mais il va tomber, c'est tout à fait normal, c'est possible. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est pas tant la férocité du régime syrien ou bien cette répression, c'est pas ça qui cause problème. Ce qui cause problème, c'est l'atermoiement et cette un petit peu indifférence de la communauté internationale parce qu'elle est divisée. Il y a la Chine et la Russie qui ne veulent pas entendre un petit peu d'une résolution contre la Syrie, même si récemment, la Russie, effectivement, d'une manière timide, voilà, commence à condamner. C'est ça, quoi. Il joue sur ça. Surtout aussi, il y a des questions géostratégiques, voilà, au niveau de la Syrie. Parce que c'est un pays quand même frontalier de certains pays qui sont l'Iran, il y a Israël à côté, tout ça. Donc, la géopolitique syrienne est un petit peu compliquée. Donc, touche un petit peu à ce pays, il y a des risques d'embrasement au niveau de ce pays où il y a quand même des chiites, des Kurdes et tout ça, bon voilà. Et puis aussi, bon, c'est une minorité quand même, c'est une minorité qui quand même gouverne là quelque temps. Donc ils ont verrouillé l'appareil sécuritaire. Maintenant, on attend un petit peu de voir parce que bon. C'est un petit peu compliqué, comme je l'ai dit, c'est par rapport à l'attitude effectivement des pays occidentaux, mais il y a des raisons politiques et géostratégiques, c'est pourquoi la Syrie c'est un petit peu compliqué, mais c'est sûr que le régime est condamné. Bon, parce que il y a eu des tueries, tout ça. L'autre fois j'ai écouté Bachar al-Assad, voilà, américaine, voilà, il disait qu'il faut être fou pour tuer pour tuer sa population. C'est un petit peu bizarre. C'est comme il ne voyait pas ce qui se passe. Bon, c'est un petit peu quand même bizarre par rapport parce que sa formation, lui, c'est un ophtalmologue. Mais je me dis peut-être qu'il faut qu'il se rince les yeux ou bien qu'il achète des verres par un ophtalmologue qui ne voit pas qu'il est en train d'assassiner son peuple. Voilà. On ne peut pas dire autre chose. Oui, tout à fait. Je lis un commentaire d'un de nos auditeurs, c'est Dick12003, qui nous dit bien et que je vous confirme que le gouverneur de Kédi veut dresser les communautés noires les unes contre les autres. Donc on comprend donc que ça vient, c'est par rapport au premier point que nous venons tout juste de débattre. La parole à Mohamed Abba. Mohamed Abba, bonsoir. Nous en sommes donc, comme on le disait, à l'anniversaire donc du printemps arabe et la situation actuelle donc de la Syrie. Apparemment, le monsieur ne voit pas bien clair, bien qu'il soit ophtalmologue de formation. Oui. C'est toujours les...
Bon, Oui, bonsoir, apparemment. je suis à Dakar, donc je ne suis pas à Niamey. J'ai une connexion un peu difficile, je suis à Dakar. Mais bon, pour ma réaction, j'ai une double réaction. D'abord, je désapprouve complètement le fait de porter atteinte à la dignité d'une autorité, quelle que soit cette autorité. Au même moment, ça me révolte que des gens en uniforme s'en prennent à des citoyens paisibles parce qu'ils expriment leurs opinions ou parce qu'ils expriment leur mécontentement. Donc, cette double réaction déjà exprimée par mon ami et mon frère Jagana et la mienne. Donc, une double désapprobation à la fois de l'action de ces citoyens qui, malgré qu'ils soient excédés, ne doivent pas aller au-delà de ce que lui permet la loi en termes d'expression d'opinion. Il est inadmissible qu'une autorité soit giflée. Au même moment, il est inadmissible qu'une répression aveugle soit faite à une manifestation des citoyens, que ce soit en Mauritanie ou ailleurs. Donc, c'est l'idée que j'ai. Elle a été exprimée par Diagana tout à l'heure. Et le reste, je crois que pour les incidents de Kaïdi, même si le fonctionnaire a été giflé et que le citoyen qui a giflé le fonctionnaire a été emprisonné, les citoyens de Kaïdi, les autres citoyens de Kaïdi peuvent exprimer leur colère et leur indignation sans prendre au symbole de la République. Et c'est tout ce que j'ai à dire concernant cela. Bon, Abdoulaye Diagana disait Donc, tout à l'heure que si la gifle du policier de Tunisie a arrêté tous les Tunisiens, malheureusement les Mauritaniens sont malheureusement Oui, Mohamed Papa, oui, oui, on vous entend. Oui, donc je dis que la gifle de la policière de Tunisie a arrêté tous les Tunisiens après que le visite soit immolé. Malheureusement, la Fédération de Haïti ne met pas les gens dans le conflit. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, on va revenir pour lire encore les commentaires donc, des auditeurs, puisque, comme vous savez très bien, sur Kassataya, les auditeurs sont les rois. On a encore des commentaires nous venant d'un autre auditeur qui dit que le gouverneur de Kaïdi, je pense bien, perd son temps. La division entre nos communautés est finie. Même les amateurs en politique n'en font plus. Donc, l'auditeur a parfaitement raison, effectivement. Oui, on va continuer donc dans la lancée de cette premier anniversaire donc du printemps arabe. Tcherno, le printemps arabe donc qui nous est venu donc à partir de ces fameuses gifles, en tout cas de la Tunisie, continue en tout cas de faire son petit chemin. Et apparemment la Mauritanie est restée jusque-là, comment dirais-je, épargné de tout trouble, bien qu'on se soit, qu'on se sent un pays arabe. Bien qu'on se sent, oui, pays arabe. Ouais. Comment expliquer cela? Bon, comment expliquer cela? Bon, je ne serai pas scientifique ni exhaustif, en tout cas dans les explications, mais le regard que j'ai, le sentiment que partagent beaucoup d'observateurs de la Mauritanie, c'est que la Mauritanie, c'est une école. Il y a tellement de choses d'interconnexion. Bon, Khali, comme la connexion de Tcherno n'est pas bonne, qui font qu'aujourd'hui la Mauritanie n'est ni le Maroc, c'est facile de le dire, ni la Tunisie. Allô? Oui, ce qui est drôle, Khali. Abdul, vas-y. Je me permets parce que Tcherno, pour ce sujet, c'est Moustapha Aoufa qui va nous rejoindre d'Abu Dhabi, je pense bien. Abdullah, à toi la parole. Voilà, comme la connexion de l'autre de Tcherno n'est pas bonne non plus, en plus, je dirais c'est amusant d'entendre Tcherno dire qu'effectivement la Mauritanie n'est ni la Tunisie, ni le Maroc, ni la Libye. Vous vous souvenez de ce que disait Saif al-Islam quand les manifestations ont commencé en Libye? Il disait exactement la même chose. Et Moubarak disait exactement la même chose. Ils sont tous ils ont tous dit la même chose, effectivement. La même chose que Saif al-Islam. Mais bon, passons. Non, je ne te souhaite pas le même sort, bien sûr. Cela étant,
c'est vrai que la leçon qu'il faut tirer de cela, c'est que les mouvements de foule peuvent exister, mais derrière, il n'y a pas de modèle qu'on puisse dupliquer. Tierno, toi qui as été avec moi il y a 2 semaines sur les transferts de normes, voilà. tu sais bien de quoi je parle. Il n'y a pas de modèle qu'on peut dupliquer comme ça, in abstracto, qu'on prendrait d'un pays et qu'on amènerait dans un autre. Les gens ont leur vécu, ils ont leur rapport au pouvoir, leur rapport à l'histoire, leur rapport à certains événements qui n'est pas nécessairement le même selon qu'on soit dans un pays ou dans un autre. Moi, le Mauritanien, bon, c'est pas que je sois fondamentalement désespéré ou pessimiste pour le Mauritanien, mais d'après ce que nous avons vu, c'est un peuple qui semble avoir atteint un niveau d'apathie tel qu'ils en ont perdu toute capacité de réaction. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses mais extrêmement graves dans ce pays-là. La moitié ou le 10e de ces choses-là se serait passé dans d'autres pays, ça aurait fait renverser au moins 3 monarchies ou 4. Mais en Mauritanie, ça passe, on attend, après c'est le maslaha. On rencontre les mêmes personnes, les auteurs de ces faits graves, on les rencontre dans les bus, dans les transports en commun, personne ne leur demande de compte et puis tout se passe très bien. Je me rappelle une phrase, et à l'époque j'étais très engagé contre le coup d'État en Mauritanie, où quand Oubessoudil Boulkher disait que si Abdelaziz remportait ces élections-là, le sang allait couler, où Abdelaziz a dit que même le lait ne va pas couler. Et parce qu'il connaît trop bien les Mauritaniens. Effectivement, je crois que c'est un pays où le peuple laisse passer beaucoup de choses. Ça, c'est d'une. De deux, moi, je me rappelle du temps où j'étais à l'université, quand on organisait des grèves, le recteur était habile pour diviser les étudiants. Quand c'était les francophones ou les francisants qui initiaient la grève, il allait voir les arabophones, il leur disait « Ah non, vous n'allez quand même pas soutenir ces noirs-là qui sont manipulés par des partis extrémistes, etc., qui cherchent à faire ceci ou cela. » Et quand, moi je me rappelle, notamment la grève de 97, il revenait voir les francophones, il leur disait « Mais attendez, vous ne comprenez rien. Ça, ce sont certaines tribus arabes qui sont en train d'organiser cette grève parce qu'ils veulent que certains des leurs soient cooptés dans le gouvernement. Ce n'est que ça, ou parce qu'ils cherchent aussi des marchés. Il n'y a que ça qui se joue, qui se noue et qui se dénoue ici. Ne vous laissez pas embarquer, c'est des enjeux qui vous dépassent. C'est tribal, c'est régional, etc. Ça ne vous concerne pas, ne vous mêlez pas. Bon, c'est pour ça que je disais, et Bathily a raison de le rappeler, que notre gouverneur qui essaie de reprendre des méthodes des années 90 ou même un peu avant, il est un peu dépassé. Non, la Mauritanie est un pays atypique qui est compliqué. Pour résumer, pour finir, si quelque chose doit se passer dans ce pays-là, je ne suis pas en train de dire que je le conseille ou que je le souhaite, mais si quelque chose devait se passer, ça va être quelque chose de particulièrement spontané, d'imprévisible, et je crois qu'il y en aura beaucoup qui vont dire oui, nous sommes surpris, nous ne nous y attendions pas. Oui, tout à fait. C'est un point, par exemple, nous savons que l'exemple égyptien, ce qu'ils appellent donc les millions, la marche des millions qui avait eu lieu donc en février. Beaucoup d'organisateurs se sont dit que c'était un mouvement spontané. Mohamed Abba, Tcherno, je reviens à moi. Peut-on je dirais peut-être appeler le phénomène mauritanien comme étant l'exceptionnalisme mauritanien? Y a-t-il quelque chose qu'on peut appeler un exceptionnalisme mauritanien comme l'American exceptionalism? Et Dakar, je crois que Karim lui a coupé sa connexion. Oui, Ibrahim, oui, il y a quelqu'un, je peux parler? Bon, oui. Franchement, moi je ne crois pas qu'il n'y a pas une exception. Effectivement, Abdul vient de dire effectivement que ce soit les révolutions dans le monde, il y avait la Révolution française, 1780, tout le monde sait, il y a un roi qui a été assassiné, donc la violence quand même, bon, voilà, il n'y a aucun pays qui peut donner la leçon à un autre pays. Ça s'est passé aux États-Unis aussi, on sait comment ça s'est passé, ça a été très tragique et sanguinaire. Bon, effectivement, on ne peut pas copier des révolutions d'un pays à l'autre. C'est pas comme voilà le truc sur le net là ou bien le programme Bot à copier-coller, ça marche pas comme ça. Parce que chaque pays a son histoire et tout ça. Mais quand même, il y a quelque chose de... Bon, il y a des leçons, n'importe quel pays, partout dans le monde, il y a des leçons à apprendre de ces révolutions, quel que soit le pays, quel que soit le... Bon, maintenant, on comprend que quel que soit l'appareil sécuritaire, vous savez, l'armée égyptienne, c'est parmi
la meilleure au monde, en tout cas. Tout le monde sait, en tout cas, dans les pays, mis à part les pays développés, c'est-à-dire dans les pays arabes, c'est la meilleure armée aux pays arabes d'appareil. Vous voyez comment ils se sont rangés du côté quand même du peuple. C'est vrai, l'armée mauritanienne n'est pas aussi républicaine que ça. Mais quand même, regardez aussi en Libye, l'appareil sécuritaire et tout ça. On interceptait les messages, il y avait des meurtres et tout ça, la peur. Mais c'est que juste, c'est le peuple qui est beaucoup plus fort, mais il faut dépasser cette barrière de la peur, quoi. En Mauritanie, effectivement, ça peut bien se passer, mais ça ne sera pas exactement comme en Tunisie, en Égypte ou bien en Libye. Mais il y a des problèmes qui sont spécifiques parce que c'est un pays moitié arabe, voilà, moitié africain. Il y a des problèmes qui sont... la Mauritanie a aussi un cap à dépasser par rapport au passif humanitaire. Parce que la Mauritanie, c'est le pays qui a beaucoup plus de problèmes par rapport à sa nation. Parce que pour qu'il y ait une révolution, il faut déjà qu'il y ait des gens, en tout cas la majorité, qui ont un point commun, un but. Alors voilà. Alors que le but d'une partie de la communauté, il faut déjà régler ce passif humanitaire. Alors voilà, avant même, c'est pas une question, ils veulent changer le pouvoir ou pas, eux, ils veulent une justice. Voilà. Donc le pouvoir va toujours jouer sur ce problème, diviser pour mieux régner, cette recette-là, pour frapper les esprits. Mais ça peut, franchement, à n'importe quel moment, flamber. Aucun pays, aucun pouvoir n'est à l'abri de ces révolutions-là. Ça, il faut le savoir. Oui. Comme Ibrahim, comme vous dites là, personne n'est à l'abri. Mais je reviens là-dessus, vous avez dit à peu près avec Abdoul, les 2 points, en tout cas, on va dire les 2 points focaux, c'est à savoir la question de toutes les conditions, comme on l'a rappelé aussi Abdoul, on n'appelle pas la révolution, mais en tout cas pour qu'il y ait similitude d'actes d'histoire politique récente, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie ou ailleurs, étaient dans une certaine mesure quand même réunis en Mauritanie. Sauf, je crois, au-delà même de la question du niveau d'éducation, de l'intégration, c'est la question nationale. Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble ou qu'est-ce qu'on ne veut pas construire ensemble? Est-ce que cette Mauritanie-là, tout le monde veut la construire ensemble? Tout le monde-là, ils veulent construire quel genre de Mauritanie? C'est des questions peut-être qui sont philosophiques, qui sont existentielles, mais c'est la réalité, c'est ça le problème. Et moi, la remarque que je fais en 2011, 2 grands mouvements, le mouvement du 25 février, qu'est-ce qu'on dit? Comme l'a dit Abdoul par rapport à ce qui se passait à l'université, on dit, écoutez, c'est le mouvement des jeunes morts, il ne faut pas s'en mêler, laissez-les. Ça ne nous concerne pas. Mouvement, touche pas à ma nationalité, c'est le mouvement des jeunes négro-mauritaniens, il faut les laisser. 2 mouvements qui ont à peu près, je vais dire, le même adversaire, c'est-à-dire entre guillemets le système ou ceux qui sont en pouvoir, le même adversaire, la façon de gérer le pouvoir, concentré sur le recensement, mais nous avons vu très vite qu'ils sont allés au-delà du recensement, les autres concentrés, en tout cas en ce qui concerne le mouvement du 25 février, tout ce qui est injustice, chômage. Tous les deux se disent mouvement jeune. Ils sont en Mauritanie, à Nouakchott, très petits, ils ne peuvent pas trouver un pont pour se rencontrer et pour discuter. Et Tierno, là-dessus, je vais te dire que historiquement, enfin, dans la chronologie, effectivement, c'était, et ça je me rappelle toujours, il y a eu des mots qui ont été écrits par certains qu'on peut considérer comme des signatures, des pointures, des négro-africaines, qui ont écrit en expliquant qu'attention, la Mauritanie n'était pas un pays arabe, ce serait vraiment du mimétisme que de vouloir importer ce qui s'est passé dans les pays arabes et qu'il ne fallait pas suivre cet exemple-là. Mais retour de bâton, après, il y a eu touche pas à ma nationalité et ces mêmes personnes-là auraient bien voulu effectivement qu'il y ait cette passerelle-là, ce pont dont tu parles. Mais malheureusement, il n'y a pas eu la finesse d'analyse d'entrée de jeu. Ouais, et quoi qu'on dise encore, je pense bien, parlant de spontanéité de mouvement, et quoi qu'on dise, par exemple, l'exemple de l'Égypte, quand les gens se sont dit que la sortie des Égyptiens donc pour la place Tahrir était donc une sortie spontanée, mais ce n'est pas du tout vrai. C'est un mouvement qui a été aussi organisé au niveau de social, comment dire, des trucs Facebook et entre autres. Et c'était voilà, des réseaux sociaux pour essayer de ce qu'ils avaient envie, c'était de commémorer en tout cas le décès ou comment dirais-je, d'un jeune égyptien nommé Khaled Saïd qui était battu à mort par la police en été 2010. Donc finalement de cette spontanéité il
il n'y a vraiment que de l'image, mais par contre, il y a toujours un noyau quand même pour essayer d'arriver à organiser des mouvements qui donnent suite. Voilà, donc, on va passer sur ce point aussi. Est-ce que notre invité est là, Moustapha? Moustapha est parmi nous, Abdul? Non, il est toujours pas là. Voilà, donc on va continuer. On dit de cette révolution apparemment en Égypte et en Tunisie, ce qu'on voit, c'est l'arrivée des islamistes, en tout cas, au devant de la scène politique. Et apparemment, ces révolutions ne sont que le résultat, enfin, le groupe qui a le plus bénéficié de ça, ce sont les islamistes. Est-ce une surprise là aussi? Je peux parler? Oui. Ah, bon, en fait, bon, je crois on en avait parlé à un moment dans l'une des émissions. Ce n'est pas tout à fait une surprise, quoi, parce qu'il faut savoir, bon, de un, bon, je vais survoler un petit peu certaines raisons. Il faut savoir que ce sont quand même des groupes, voilà, qui sont très bien structurés, qui ont depuis des années étendu leurs tentacules un petit peu dans la société, qui sont très proches des populations au niveau, ce que ce soit pour résorber le chômage, en tout cas venir en aide aux nécessités. Et puis, bon, les gens ne sont pas aussi ingrats, donc voilà. Ils savent aussi, ce sont des gens qui se sont toujours battus contre quand même les régimes autocrates, comment ça s'appelle, arabes. De toute façon, tout le monde sait, dans le monde arabe, il n'y a vraiment aucun pays, près d'une vingtaine de pays, il n'y a aucun pays démocratique. Les autres, c'est une démocratie rafistolée, comme c'est le cas un petit peu en Mauritanie. Donc, ce sont des gens qui se sont battus, qui sont intègres. Certains ont été exilés, comme c'est le cas de Ghanouchi à Tunisie, qui était quand même à Londres. Donc, ils se sont battus. Donc, voilà, on voit leur action. Et ça, effectivement, voilà, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ils ont structuré, ils sont très structurés. Les autres qui veulent bénéficier de ces révolutions ne sont pas encore structurés, n'ont pas encore des partis qui sont structurés, alors que les islamistes sont déjà le relais au niveau de la population. Et puis aussi, ce sont des gens qui sont reconnus depuis des années, qui sont battus effectivement contre les dictatures en place. Et pour compléter, en tout cas, pour compléter ce que dit Ibrahim Maché, moi je crois que les islamistes, pourquoi en avoir peur? Ça c'est mon principe de base. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi en avoir peur? Il n'y a pas lieu d'en avoir peur. On verra déjà ce qu'ils font. Parce que avant ces révolutions-là, la seule arme qu'avaient les anciens dictateurs pour faire peur au monde libre ou à ceux qui aspiraient au changement, c'est de dire attention, si nous ne sommes plus là, ou si vous, en face, vous aurez des islamistes. C'était la peur de l'islamisme. Mais donnons la chance aux islamistes de faire quelque chose d'extraordinaire, ou permettez-moi le terme de se casser la gueule et qu'on innove et qu'on rénove. Parce qu'une révolution, c'est différentes phases. Ça, c'est la première phase. Je peux dire que c'est l'acte 1 de la révolution. L'acte 2 viendra par rapport à cette deuxième république, et la première république qui va s'installer au lendemain des élections. Par rapport à ce qu'ils feront, on verra le retour de la jeunesse. Maintenant, comme Ibrahim l'a expliqué, c'est tout à fait normal dans une certaine mesure, parce que tous ces grands partis dits démocrates, modernes et progressistes, ils ont été absents de la scène politique. Malgré eux, certes, par rapport à la violence de la répression, ils ont préféré dans une certaine mesure être exilés à Paris ou à Londres. Pendant ce temps-là, c'est tout à fait normal. Les islamistes, eux, sont restés là-bas. Ils ont un peu mutualisé, en tout cas, la souffrance avec les populations au niveau local. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que des fois, nous sommes sur le regard, le prisme, en tout cas, très occidental de la peur de l'islam. Malheureusement, même nous, des fois, on bascule dedans. Et je crois que c'est Ranouchi qui le disait de la Tunisie, que de ceux qui ne comprennent pas le plus les Tunisiens et l'islam, ce sont les Français, et en parler en ricochet, les Occidentaux, par rapport à ce vote massif qu'il y a eu par rapport aux musulmans. Et moi je veux bien... Voilà, Tcherno, je pense de quoi faire rêver ou encore espérer davantage des islamistes mauritaniens. On va passer au troisième point, puisque nous en sommes si tu permets très rapidement sur cette question. Avant l'heure. Le troisième point sera alors la chronique d'Ibrahima Haché. Oui, Ibrahima, qu'est-ce que tu nous réserves pour ce soir? Bah écoute, dans cette chronique que j'ai décidé d'appeler Quartier Libre, puisque ça va parler un peu de tout, ça va changer de sujet. Bon, ça va changer, le sujet va changer
je l'espère en tout cas, de chronique en chronique. Cette fois-ci, ce sera, je voudrais aborder un fait divers qui va quand même nous pousser à la... Un quartier libre, oui, quelque chose qui nous rappellerait en tout cas au passage en Afrique centrale, quand on disait par exemple, peut-être qu'un quartier libre, c'est un quartier beaucoup plus congolais. Alors, faut-il être congolais pour se revendiquer du quartier libre? À toi la parole, Ibrahim. Ah bon, en tout cas, mon quartier libre, il n'y a pas de nationalité. C'est un quartier libre citoyen du monde, il y aura de tout. Ah, donc, voilà. Je voulais dire, il y a de ces nouvelles quand même qui ne laissent personne indifférent. Ah bon, l'autre fois, j'écrivais un article sur une dame retrouvée des semaines ou peut-être même des mois après son décès. Selon la police, l'état du corps ne permettait pas à l'autopsie de le déterminer. Cette femme âgée de 65 ans vivait seule au rez-de-chaussée d'un immeuble bondé de locataires. Interrogée, une voisine affirme qu'on ne la voyait jamais sortir ou entrer et qu'elle croyait que l'appartement où elle habitait était d'ailleurs vide. Bon, je voulais dire que ce fait tragique reflète la situation des personnes âgées dans les sociétés occidentales, devenues improductives et constituant souvent un fardeau pour les enfants qui n'ont plus le temps de s'en occuper. Elles échouent souvent dans des maisons de retraite où ils attendent la chose. Un comportement qui fait suite notamment au changement de mentalité, la dislocation des cellules familiales, la froideur et l'absence de solidarité. S'occuper de ses affaires et de sa privée devient la règle et du coup l'égoïsme remplace la méfiance vis-à-vis d'un parent proche. Vérité en Occident, erreur en Afrique. Chez nous, on vit avec les siens jusqu'à ce que la mort vous sépare. Surtout avec une maman pour laquelle on sacrifie tout. D'ailleurs, ne dit-on pas Al-Jannah tahta aqdam al-ummahat en arabe, ça veut dire que le paradis trouve sous les pieds des mamans. De toute façon, il est impossible de tomber malade, à plus forte raison de mourir sans que les gens soient au courant dans les minutes qui suivent. Tellement la convivialité et les échanges sociaux sont étroits et forts. D'ailleurs, c'est à se demander si on n'enterre pas certaines personnes encore vivantes. En effet, si le poste de santé est loin, s'il n'y a pas au moins de transport pour vous y amener, et s'il n'y a pas un médecin à côté, alors il suffit de ne pas respirer pendant juste quelques minutes pour que quelqu'un décrète que vous n'êtes plus de ce monde et qu'on vous amène dans votre dernière demeure. Soit, mais on n'est jamais seul comme cette pauvre dame. Aussi, lorsque les émigrés rentrent au pays, ce qui leur fait le plus plaisir, ce n'est pas le goût du tchéboudienne, du ngomou, du banava ou du tishtar, mais plutôt cette chaleur humaine qui se dégage, par exemple lorsque les gens discutent et rient aux éclats autour d'un thé. Et croyez-moi, ce chauffage-là est plus efficace que le radiateur électrique. Voilà. Oui, et signature tout à fait HN. Et par rapport à cela, toujours le malheur de l'Occident, ici aux États-Unis, dans le quartier Hollywood, il y a une femme encore qui est décédée et restée pendant un mois dans sa maison et chaque matin, voilà comment dirais-je, le mail delivery man, quelqu'un qui fait passer des courriers donc de la poste, venait à chaque fois, voilà le facteur qui venait en tout cas jeter les lettres là-bas jusqu'à un moment donné ils ont vu que c'était beaucoup de mails devant la porte et à un moment donné la police a été avertie et les gens sont venus voir, ils ont fait l'autopsie et la pauvre était morte depuis déjà un mois de cela. Voilà. Donc, avant de se séparer, puisque nous avons 3 minutes, on va lire quelques réactions encore d'un de nos auditeurs, et c'est Batili qui dit bien, parlant par exemple du sujet dont on parlait tantôt. Il disait, vous savez, mes amis, la situation grave de Mauritanie, le fait qu'elle perdure et s'empire de jour en jour, nous avons notre part de responsabilité. L'amateurisme devant le régime raciste par nos querelles intestines dans la lutte. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes et Aziz y profite. Évitons et étouffons nos querelles, organisons-nous enfin, c'est notre salut pour la lutte, l'occasion est là pour poser la question nationale, l'enrôlement est l'occasion à jamais d'être déterminés, nous ne sommes pas le printemps arabe, le mouvement instantané, avons-nous les ressources? Voilà une question donc bien édifiée, réaction donc d'un auditeur sur Kassataya. Vous savez bien votre radio préférée, Kassataya, donc le droit de penser, la liberté de s'exprimer et vous êtes bien
sur le commentaire d'Archie de ce soir. Donc, les amis, dernier mot, Boulan qui venait de nous rejoindre, Boulan, le dernier mot pour les minutes qui restent là, pour réagir sur des points dont on a discuté pendant que tu faisais ton footing. Oui, j'ai eu la chance de plus vous écouter que participer, comme quoi finalement c'est aussi sympathique d'un côté comme de l'autre. Et je remarque, mon cher Ali, que tu es de plus en plus professionnel, c'est formidable. Pour le reste, pour la température à Nouakchott, les gens s'intéressent de moins en moins à la politique. Pour l'instant, c'est la marmite qui est de plus en plus vide. Et la particularité de la Mauritanie, c'est que plus la marmite est vide et plus les gens se taisent. Vous savez, qu'en Tunisie, si on augmente le prix du pain d'1 centime, les gens sortent. Ici, si on l'augmente trop, les gens ils ne bougent plus, ils ne parlent plus. Et donc, on est en train de rentrer dans cette espèce de silence un peu bizarre, où les gens pensent que c'est la tempête qui arrive et chacun sait qu'en fait, c'est la famine qui reste. Voilà. Voilà, donc les amis, c'était là, vous étiez bien donc sur votre rendez-vous dominical de commentaires d'Archie au micro Khalid Cham ce soir pour une mauvaise punition. Voilà comme quoi il est difficile en tout cas de remplacer Mariam ou Abdul. Merci, on se dit Khalid, il reste... donc à la semaine prochaine. Abdul. Il est loin de son micro. Abdul. Alors, non, c'est juste pour dire comme on a commencé un tout petit peu en retard, pour revenir un peu à ce que soulève Bathily et ce que dit Vlad, mais ça c'est une surprise pour moi d'entendre dire que les Mauritaniens ne s'intéressent plus à la politique, parce que généralement on n'a vécu que de cela. C'est la première denrée la plus écoulée en Mauritanie, en tout cas c'est la denrée la plus écoulée. Bon, Aziz, c'est un peu, en même temps c'est bizarre quand même, parce que généralement dans les pays où tout se passe mal, on crée des événements sportifs, la lutte, le football, ou la loterie, où on libère la sexualité, donc on fait des maisons de prostitution. Abdul, permets-moi juste de rajouter une chose, parce que apparemment ils ont libéré, parce qu'il y a un mouvement là qui lutte contre la pornographie et autres. Ça veut dire que peut-être quelque part ils ont libéré un peu. Oui, ça permet de calmer certaines tensions. Voilà, c'est l'opium un peu si tu veux. Alors, donc là, il ne faut pas oublier que le cas de la Mauritanie, on a une opposition. Je ne vais pas être aussi sévère que toi en disant qu'elle a été incapable. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont essayé, ils sont allés au charbon, ils ont pris des coups quand il fallait. C'est vrai qu'après, la vision a manqué très souvent, la stratégie aussi. Mais là, à mon avis, ça va être encore un tout petit peu plus difficile, même si les choses sont plus claires. Parce que M. Oud aujourd'hui, M. Delboulkher, s'est transformé quasiment en porte-parole de la majorité du président Ould Abdelaziz. Il était en 2007, c'est vrai qu'il s'était rangé du côté de Ould Sidi Ould Cheikh Abdallahi pour empêcher l'arrivée au pouvoir des forces de la rupture, telles que moi je les appelle. Mais cette fois-ci, c'est de plus en plus clair. Donc, rajouter ça encore à tout ce phénomène qu'on a connu en Mauritanie, vous comprendrez pourquoi il va être très difficile aujourd'hui d'initier quelque chose, en tout cas de structurer et d'organiser. Quant à Tawassoul, elle peut s'inspirer de ce qui s'est passé dans les autres pays, nous en avons parlé un peu hier. Encore une fois, ça risque d'être très difficile à dupliquer en Mauritanie, d'autant que c'est un parti qui, lui, a été en Mauritanie, s'est exercé, mais n'avait pas réussi à mobiliser jusqu'ici les masses. Par contre, une alliance entre le RFD, qui est quand même la locomotive de l'opposition aujourd'hui, Tawassoul et l'UFP, ça peut accoucher de quelque chose, bien sûr, en ne négligeant pas le travail de plus en plus déterminant que Biram Ould Abeid est en train de mener sur le terrain. Ablaye, je veux dire juste un mot pour rebondir sur ce que tu dis et ce dont on a parlé hier avec Mariam. Est-ce que ce que nous voyons actuellement avec cette espèce de paralysie de l'opposition, avec cette espèce d'ambiance un peu comme ça particulièrement inerte de la vie politique, est-ce que finalement la vraie question c'est de se poser l'action de savoir pourquoi est-ce qu'en Mauritanie, dans un pays où les forces sont si divisées, où il y a tant de tribalisme et tant de choses comme ça, pourquoi il n'y a pas une véritable force saharautine qui arrive à se mettre en place? Pourquoi même des gens comme Oud et tous ces bruits qu'ils nous ont fait, on les présente comme les chefs, ils ne sont les chefs de rien, ils n'arrivent pas à y avoir de force? Pourquoi en Mauritanie, on n'arrive pas à avoir une véritable force saharautine qui pourrait véritablement changer la donne par rapport au clivage que nous connaissons aujourd'hui? Pourquoi ça n'arrive pas alors qu'il y a un vivier pour ça? Il y a tout, dans tous les pays au monde avec une situation pareille, une composante pareille, devrait voir naître une force pareille. En Mauritanie, non. C'est assez curieux. Comme si les Haratines finalement refusaient de s'accepter comme communauté
et qu'ils sont perdus dans des sous-groupes. Voilà, il faut peut-être interroger les leaders aratines. Il faut interroger les leaders aratines qui ont été les porte-parole et qui ont servi de soupape de sécurité permettant aux moteurs du système de respirer. Il faut poser la question à Boydjel, à Oulboylil, à d'autres, les Ourmezoug et d'autres qui ont toujours été là, les porte-parole de leur communauté. Non, pas Boydjel quand même, parce que Boydjel lui-même, il avoue être un esclavagiste. Je pense qu'il faut poser la question à tout le monde, c'est pas lui. Il se présente comme étant de noble. C'est ça toute la contradiction, c'est-à-dire qu'il manque un vrai leader phare. Le vrai leader phare sur lequel beaucoup d'espoir est déposé, c'est sur Mesroud. Et il me semble, moi, c'est mon point de vue de là où je vois, Mesroud, il me semble qu'il est devenu conformiste. Je ne dirais pas qu'il est dans le système, mais voilà, il est devenu très conformiste. Il s'est embourgeoisé. Boydjel, il s'est embourgeoisé. Et même à Nouakchott, vous savez que ça se dit, vous savez comment on dit maintenant devant la maison, comment il est bien sympathique. Mais ça, c'est critique, on ne sait pas. Mais en tout cas, il s'est embourgeoisé et le ton a changé, le discours a changé. Et l'autre question, l'autre problème, c'est vrai, on peut ne pas être d'accord avec Boydjel, mais Boydjel, il a une masse, ou en tout cas, il me semble qu'il a quelques personnes derrière lui, une forte mobilisation, et Boydjel se permet d'avoir des positions qui divisent aujourd'hui les Haratins. Et il ne revient pas à nous d'avoir cette position-là. On sait toujours sur cette question d'arabité ou de bas qui pose un problème, pour savoir même le marquage politique, parce que vous avez dit qu'en filigrane aussi, il y a les questions d'alliance, ou en tout cas au niveau des tribus et autres. Et maintenant, ce leader-là est en train de se créer avec Biram. On espère peut-être, c'est pas ce qu'on espère, on espère en tout cas qu'il y aura un leader, et puis voilà, advienne que pourra. Mais c'est vrai que c'est une force et il y a une question, il y a une thèse à faire là-dessus. Je demande à Abdul d'en refaire aussi. Hein. Eh bien, c'est ça. De toutes les façons, le sujet, la discussion, en tout cas, se poursuit sur Kassataya, www.kassataya.com, et encore sur la page Facebook de Kassataya, et encore à Twitter, @Kassataya aussi, c'est la page Twitter. Surtout quand vous allez à Twitter, vous pouvez encore nous ajouter comment dirais-je, parmi vos favoris, et continuer à suivre Kassataya sur Twitter. C'est toujours du nouveau. Donc une autre réaction voilà, qui vient encore d'un auditeur qui nous dit: Biran bonsoir, merci à tous. Pour nous de la diaspora, la vraie question, nous sommes des amateurs. Ok, merci. Sur ce, cette fois-ci, et je pense que c'est la bonne du côté de la technique, si on me le confirme, bien, on vous dit à la semaine prochaine.